Hi, my name. Bonjour, je m'appelle Kevin O'Keefe et bienvenue à Beyond the Numbers, où un Canada mieux informé est un Canada plus fort. Alors, j'ai une question, la question à 10 milliards de dollars à vous poser. Qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous achèteriez avec cette somme? Est-ce que vous achèteriez les Lakers de Los Angeles ou peut-être le télescope James Webb? Combien d'argent est-ce qu'on peut économiser, on pourrait économiser en utilisant mieux nos données de santé? Eh bien, notre prochain invité disent que cela suffira pour acheter justement les Lakers ou alors justement le télescope James Webb. Et ça, c'est vrai, pas moins de 10 milliards de dollars à chaque année. Comment est-ce qu'on peut maximiser le potentiel de nos données? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir, mais avant cela, un petit clin d'œil aux plus de 1000 personnes qui se connectent aujourd'hui depuis tout le Canada, notamment l'école politique publique et d'affaires internationales de l'Université de Colombie-Britannique, le gouvernement du Yukon, le ministère de la Santé et du Bien-être de l'île du Prince-Édouard et l'Université de Halsey. Alors, on va passer maintenant aux détails pratiques. Ces webinaires bénéficient de l'interprétation en simultané en anglais et en français. Pour écouter en français, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de globe. Vous avez aussi la possibilité d'écrire les sous-titres. Il suffit de cliquer sur afficher les sous-titres. Alors, aujourd'hui, vous êtes automatiquement, votre micro sera automatiquement coupé, mais on souhaite vraiment que ce webinaire soit aussi interactif que possible. Et donc, il y a plusieurs façons de faire pour cela. J'ai aussi une liste de questions que certains d'entre vous ont posées, mais vous pouvez aussi taper une question dans le bouton questions-réponses. Vous pouvez aussi la poser directement. Si vous voulez écrire votre question, vous pouvez en fait la taper dans le clavardage. Et ma collègue Angela, qui est à l'écoute, va lire vos questions. On aimerait aussi entendre directement de vous ce que vous avez à dire. Il suffit pour cela, eh bien, de lever la main ou cliquer sur le bouton lever la main. Et Heather va réactiver votre micro. Et puis finalement, ce webinaire est donc enregistré. Ça va être possible de l'écouter sur la page kihi.ca, cihi.ca. Voilà. Alors, avant de commencer, on reconnaît et on respecte le territoire sur lequel sont situés nos bureaux de l'ICIS. À Ottawa, il s'agit du territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Nos bureaux de Toronto sont situés sur les territoires traditionnels des Wendat, les nations Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee, ainsi que les terres et territoires visés par le traité de Mississauga et du Credit. On reconnaît aussi avec respect le territoire traditionnel Gahaga, où se trouve notre bureau de Montréal à Victoria. On reconnaît aussi avec respect le territoire traditionnel des peuples Songhees, Ekwi, Esquai et Moltwatsewac, dont les relations historiques avec la terre se poursuivent. Et on reconnaît que ces territoires, eh bien, sont les territoires de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et on profite de cette occasion pour travailler plus étroitement ensemble. Chacun est libre, bien sûr, de reconnaître à sa manière la terre sur laquelle il se trouve. Et juste avant de rencontrer les panélistes, ça serait utile pour nous, eh bien, de savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, prenez quelques instants pour répondre à notre sondage. Quelle est la meilleure manière de décrire votre occupation? Est-ce que vous êtes un administrateur, un chercheur, un analyste, fonctionnaire du service public ou autre. Chaque panéliste va rapidement se présenter et va nous parler de ce qu'on va discuter dans le cadre de ce webinaire. Et je vais commencer avec toi, Andy. Bonjour, je m'appelle Andy. J'ai le privilège d'être PDG et donc
voilà, on va discuter des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, alors, voilà. Donc, je suis aussi co-auteur de cette étude et nous allons parler aujourd'hui des opportunités justement de pouvoir aborder ces questions. Alors, Tom, je te passe la parole. Bonjour, je m'appelle Tom Ali et nous avons cette possibilité de discuter. Et donc, pendant ce webinaire, nous avons maintenant un cinquième panéliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci beaucoup. Merci. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je suis scientifique à Ottawa, dans le domaine notamment de la recherche portant sur les questions de santé. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, super, merci. Maintenant que vous savez qui nous sommes, d'après vous, est-ce qu'on pourrait montrer peut-être ce sondage? Nous avons 6 des gens qui sont cliniciens, 13 sont des administrateurs, 9 sont des chercheurs, 28 sont des analystes, 19 sont des fonctionnaires et 25 font autre chose. Donc voilà, ça fait un mélange assez diversifié de participants. Et donc, j'aimerais commencer avec vous. Quand on m'a demandé de rassembler, en fait, un webinaire, d'organiser un webinaire portant sur les données de santé, eh bien, justement, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les données portant sur la santé, pourquoi est-ce qu'il s'agit de la plus grosse ressource naturelle au Canada? Qu'est-ce que vous entendez par là? Et dites-nous en plus par rapport à ce potentiel. Oui, bien sûr. Alors peut-être je peux commencer, puisqu'on essaie de donner un contexte. Il s'agit de l'index global pour l'innovation. Ça évalue les pays autour de différents indicateurs, capital, institutions, etc., et aussi des extrants et des intrants. Donc, en fait, c'est très intéressant. C'est une moyenne au niveau de ces intrants et de ces extrants. Et quand on regarde cela, je vais demander aux participants, et là, c'est une question rhétorique parce qu'on a 1000 participants, donc on ne peut pas poser la question à chaque personne, mais quelle est la pièce ou l'aspect historique qu'on peut en retirer ou qui revient, qui ressort de cela? On va vous donner la réponse de toute façon bientôt. Bon, le message à retenir, c'est que le Canada n'est pas sur la liste. Vous savez, le Canada n'est pas sur la liste. Et donc, vous pouvez enlever cette diapo maintenant, mais eh bien, face à cette réalité, en fait, il y a plusieurs perspectives qu'on peut aborder. L'économie, la souveraineté, ça soulève le besoin d'examiner les opportunités pour le pays. Comme Kevin l'a mentionné, une grosse opportunité, c'est encore une fois une autre grosse ressource naturelle du Canada. Ce sont les données sur la santé canadienne. Et ça, c'est une ressource effectivement. Maintenant, on peut voir cela comme en fait un moteur de la croissance et particulièrement comment est-ce que les données sur la santé, eh bien, peuvent être associées à l'infrastructure et peuvent être en fait une source de prospérité. C'est avec ce contexte donc qu'on veut obtenir une estimation de en fait, eh bien, la taille de ces données dont on parle, ou en tout cas plus précisément la taille de la valeur que représentent les données sur la santé au Canada. Donc, dans quelques instants, Kevin va bien sûr passer la parole à Tom. Elle va passer, oui, la parole à Tom. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans le cadre de ce webinaire, j'aimerais que ce soit un catalyseur par rapport à l'opportunité que ça représente, ça, pour le pays, ces données sur la santé. Et quand vous allez voir les résultats que Tom va vous présenter, gardez à l'esprit qu'il s'agit, en fait, des données, des conclusions théoriques, mais si vous pouvez avoir des informations concrètes, c'est vraiment la valeur. La valeur peut être encore plus élevée pour le pays. Et ceci étant dit, maintenant, je passe donc la parole à Kevin, ensuite à Tom. Voilà. Merci, Andy. Vous avez touché un point sensé parce qu'il y a déjà des questions qui nous arrivent.
Heather va bien sûr donner la parole aux personnes qui posent la question et je pense qu'il y a déjà une question. Allez-y. Merci beaucoup. C'est assez choquant de voir que le Canada n'est pas sur cette liste par rapport à tous nos compatriotes avec qui on travaille et avec qui on se compare. Quel est l'obstacle principal, d'après vous, que rencontre le Canada pour justement capitaliser sur ces données sur la santé? Et je sais que c'est jamais juste un seul élément, mais comment est-ce que ce sont les lois portant sur la confidentialité? Y a-t-il autre chose qui explique cela? C'est une excellente question. Vous me volez un petit peu l'idée que j'allais justement maintenant aborder, mais la première chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que ce n'est pas tout gris et déprimant. Le Canada était numéro 17 et ensuite on est arrivé dans les top 15, mais je pense que le Canada ne devrait surtout pas être dans le fin fond de cette liste, tout en bas de la liste et particulièrement étant donné la qualité de nos données sur la santé. C'est surprenant. Je pense que les principaux obstacles, c'est parce qu'on a toujours abordé les données sur la santé d'une manière traditionnelle, comme étant un coût, comme étant une contrainte fiscale, on va dire. On n'a jamais abordé cela sous l'angle de l'opportunité que cela pourrait représenter, et c'est bel et bien une opportunité. Alors, comment est-ce que, pragmatiquement parlant, on peut mettre cela en œuvre dans le système fédéral où on a besoin de 13 Pisentis et toutes sortes d'autres groupes de parties prenantes qui travailleront ensemble. Et c'est ça, en fait, ça va être ça notre sauce secrète finalement. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce webinaire. Mais je pense que si on fait tout cela, on ne sera plus 17e, on va être vraiment dans les premiers, c'est sûr. J'aime beaucoup votre optimisme, Tom. Quand je lisais ces 11 pages de questions, hier, tout le monde nous posait ces questions par rapport à ce chiffre de 10 milliards de dollars. Et je sais que c'est intéressant et c'est important d'en parler de ça. Est-ce que vous pourriez nous informer par rapport à la manière dont vous êtes arrivé à ce chiffre, l'impact que les données sur la santé optimisée pourraient avoir sur les systèmes de santé? Comment vous êtes arrivé à ce chiffre? Oui, absolument. Je veux bien sûr expliquer cela. C'est 10 milliards de dollars. Alors, je pense que, comme Andy l'a dit, l'objectif de cette analyse, c'était de pouvoir donner des informations par rapport à la taille de ce dont on parle. Le Canada a une grosse opportunité devant elle. On a d'excellentes données, des données d'excellente qualité. On a fait beaucoup d'investissements aussi, donc on a beaucoup de capacités pour faire des suivis. Malheureusement, parfois, en fait, les parties prenantes ne communiquent pas entre eux. Et donc, ce n'est pas évident. On peut partager ces données, mais au Canada, on a fait beaucoup d'investissements. Et nous avons fait des investissements pour qu'on puisse profiter de ces investissements et de ces bénéfices. Le Canada a été décrit comme étant un pays de projets pilotes. Et pour qu'on puisse vraiment se sortir de ce cercle vicieux, on a besoin d'investissements à grande échelle. Et on doit faire cela collectivement. Et en dernier lieu, on dépend beaucoup sur les chaînes d'approvisionnement internationales. Donc, c'est important d'avoir des systèmes de santé plus forts, plus solides. Cela ne sera possible que si on se base sur des données sur la santé qui sont également solides. Alors, tout cet impact est très complexe. Il y a des angles morts aussi, bien sûr, des choses qui manquent à l'appel. Donc, on n'est pas vraiment capable de quantifier certaines opportunités. Mais en tout cas, on a pu trouver des éléments qui montrent qu'on pourrait, par exemple, mieux utiliser les données sur la santé pour améliorer les soins apportés aux patients, notamment l'application de l'intelligence artificielle. Donc, la liste est incomplète, bien sûr. On ne peut pas
faire une liste exhaustive et on n'a pas pu faire d'estimation quantitative. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ces données sur la santé sont extrêmement précieuses, ont une grosse valeur et les impacts sont aussi énormes. La valeur peut même être aller au-delà de ces 10 milliards de dollars. Donc, ceci étant dit, il y a 4 domaines où on a pu donner des précisions. Le premier, c'est l'interopérabilité, InfoWays, InfoRoute, parce que c'est important de voir l'efficacité auquel on peut parvenir, par exemple, de pouvoir avoir des dossiers médicaux qui soient universellement accessibles. Au lieu d'obliger les patients à refaire des examens ou à toujours demander ces dossiers médicaux pour les transférer vers d'autres soignants. Ensuite, nous avons le travail aussi qui a été fait à Taïwan et on a pu mettre cette opportunité à l'échelle au Canada. Et donc, cela se traduit par des économies, notamment au niveau des assurances. Ensuite, pour améliorer l'efficacité, l'IA a le potentiel, bien, de réduire la charge de travail. Donc, on parle de 5 à 15 ça pourrait alléger le coût des systèmes de santé de l'ordre de 5 à 15 Et donc, cela est bien sûr aussi très important. C'est important particulièrement dans la situation dans laquelle on se trouve, où nous avons en fait des pénuries énormes au niveau des soignants, ces soignants de première ligne qui pourraient en fait, bien, investir leur énergie à soigner des clients plutôt qu'à faire de la paperasse. Ensuite, en Europe, ils essayent aussi d'accélérer tous ces processus de rapport, de signalement, etc. Ensuite, on pourrait mettre cela à l'échelle à notre industrie, à notre secteur. Donc, on parle ici de 9,5 milliards de dollars en tant que point de départ déjà. Très brièvement, il y a aussi bien sûr des bénéfices au niveau de la santé, la sécurité, par exemple, des patients. L'IA est extrêmement utile et pour, par exemple, analyser les examens des patients. Donc, il y a le IA avec la big data qui peut être utile. Et donc, on a une industrie de l'intelligence artificielle qui est assez intéressante. Il y a des recherches académiques aussi. Le Canada investit déjà aussi. Le Canada, en fait, est à la tête des recherches et de la recherche et du développement dans les pays du G7. Et on parle aussi du fait que le Canada joue un rôle clé au niveau de la maximisation du retour sur investissement à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Le Canada a eu du mal avec l'innovation dans le domaine de la santé pendant de nombreuses années. Et donc, il faut qu'on prenne au sérieux ces données sur la santé. C'est quelque chose aussi qu'on peut cultiver parce que cela pourra se traduire par des bénéfices, notamment pour les patients également. Et cette analyse, en fait, montre les bénéfices déjà pour les patients et aussi pour le système de santé au Canada. Merci pour cela, Tom, mais vous avez touché un nerf, effectivement, parce que nous avons d'autres questions qui nous parviennent. Tom, en plus des données sur la santé, comment peut-on coordonner les données avec d'autres données qui sont des données autres que sur la santé? Est-ce que, par exemple, vous avez pu voir cela au niveau des premiers jours de la COVID ou des données, par exemple, par rapport au logement? Comment peut-on croiser en quelque sorte ces données? Oui, c'est assez important. Nous avons un accès assez limité aux données hors santé, aux données autres que ceux relevant du domaine de la santé. Donc, il y a effectivement des belles grosses opportunités à ce niveau-là. Mais excellent. Je pense que j'ai vu une autre main levée. J'aime ça quand on a de l'interaction.
Allez-y, on va activer votre microphone. Vous pouvez poser votre question, ou peut-être pas. Ah, je vois une autre main levée. William Hall a levé sa main. Est-ce qu'on peut peut-être activer le micro de William pour qu'il pose sa question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend parfaitement. Super analyse. Je suis super enthousiaste par rapport à cette présentation. Et donc, on a c'est 4,4 milliards de dollars. Comment est-ce que vous envisagez les économies de coûts qu'on pourrait réaliser? Et qu'en est-il donc de la génération de revenus? Eh bien, oui, une grande partie de cela est liée au coût, à l'évitement des coûts. Alors, le côté pharmaceutique pourrait aussi permettre d'économiser des coûts parce que ce sont des paiements qui sortent de la poche, si vous me permettez. Et ce n'est pas nécessairement disponible pour investissement pour le secteur de la santé. En termes de revenus, parce qu'on pense à la valeur de la commercialisation, il y a une possibilité de capturer ce bénéfice, même si cela n'a pas été explicitement établi dans cette étude. Oui, allez-y. Je voulais juste dire, est-ce que je peux intervenir? Oui, tout à fait. Allez-y. Je voulais juste formuler un commentaire. Je sais que on pense que le fait de sauver des coûts, ça vaut moins que l'argent comptant, mais l'évitement des coûts peut se traduire en argent comptant au final, particulièrement dans les systèmes de santé qui ont des contraintes. Par exemple, si vous avez un évitement de coûts qui peut faciliter le fait de traiter plus de patients, cela c'est pas juste seulement une valeur, c'est un réel bénéfice au système. C'est-à-dire, on génère la capacité de traiter plus de patients. Donc, je voulais juste dire que l'évitement des coûts, c'est pas le cousin pauvre ou le parent pauvre de l'argent gagné. L'évitement des coûts est tout à fait équivalent à l'argent gagné. Tout à fait. L'évitement des coûts, c'est comme l'économie, finalement. C'est comme économiser. Bon, j'ai vu beaucoup de questions, c'est super. Mais, bon, quand vous n'êtes pas occupé avec votre emploi, vous avez aussi, vous avez cofondé Gemini. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure personne pour nous expliquer pourquoi est-ce que les données sont aussi précieuses. Merci, Kevin. Et le fait de travailler dans un hôpital, c'est vrai que l'économie de coûts et l'évitement des coûts, c'est plus ou moins, c'est la même chose finalement parce qu'en fait, on y gagne au final dans les deux cas. Alors, le Canada, en termes de comparaison mondiale, je pense qu'il y a une réelle opportunité ici pour être à la fine pointe dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez montrer mes diapos? Oui, je les ai montrés et puis là, la diapo a disparu. Bon, mais là, c'est revenu. Super. Je vais parler des opportunités du Canada pour être leader dans ce domaine et pourquoi est-ce qu'on se compare assez bien au niveau des éléments comparatifs si on peut avoir tous ces incitatifs et qu'on peut faire en sorte que tout le monde travaille au niveau des données. Bon, voici les investisseurs, on peut ici capitaliser sur ces investissements. Ici, on veut maintenant capitaliser sur ces données. Il s'agit de gros investissements et cela n'a pas encore fait l'objet de gros investissements au Canada, mais on regarde ailleurs dans le monde, c'est le cas. Donc, nous avons écrit par rapport à ce fossé que nous avons vis-à-vis des autres acteurs dans d'autres pays et on a donné je vais vous donner trois exemples, en fait. Le premier exemple, c'est l'usine de Santa Fe dans le nord du Toronto. On produit la dernière génération de vaccins dans le monde, mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que ces vaccins, pour qu'ils soient testés,
sont renvoyés, sont envoyés au Danemark parce que l'autorité danoise permet la randomisation à grande échelle. On parle de 500 000 et tout cela, en fait, c'est la base de la recherche dans le domaine de la santé. Et le suivi aussi est très important. Donc, même si on pourrait le faire, on n'est pas un acteur aussi important. Deuxième exemple, le système national de santé au Royaume-Uni, eh bien, permet justement l'utilisation des données en partenariat avec le secteur privé. Par exemple, ici, il y a une étude de cas qui a été effectuée sur la détection précoce du cancer. Plus d'1 milliard de personnes ont été recueillies, rassemblées, contactées pour faire cette étude. Et au Canada, on n'a pas de mécanisme pour ce faire. Et troisième exemple que j'aime rapporter, c'est la crise de la santé. Vous vous souvenez, pour certaines personnes, la COVID est encore assez frais dans votre mémoire. Et puis, comment on peut avoir des données en Israël? Ils ont eu en fait ces technologies parce qu'ils ont été en mesure d'utiliser leurs données sur la santé pour valider, pour justement faire des évaluations. Ils ont pu faire des études, des tests. Très rapidement, ils ont pu en fait ensuite valider le vaccin contre la COVID en Israël. Vous pouvez donc voir les différents bénéfices de ce type d'infrastructure. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle? Professeur Geoffrey Hinton, qui est le meilleur physicien, prix Nobel de la physique en 2024. Et il dit que le Canada, même s'il pourrait être leader, le Canada n'a pas occupé encore ce poste et ça, c'est en raison de manque d'accès aux données sur la santé. Donc, vraiment, le Canada devrait être leader à ce niveau-là, mais ne l'est pas en raison de son manque d'accès au niveau des données. Alors, qu'en est-il au niveau du manque de données, d'infrastructures de données, et cela empêche aussi l'innovation basée sur l'intelligence artificielle. Alors, on voit ici la part mondiale du Canada de ces essais cliniques qui ont chuté, qui sont passés de 6 à 3 entre l'année 2010 et l'année 2022. Si vous regardez le ranking ici de l'IA, eh bien, là, on peut voir qu'on a eu cette chute, effectivement, comme je l'ai dit, qui est passée de 6 à 3 Je pense, et c'est pas juste moi qui pense ça, il y a professeur Hinton qui pense ça aussi. Je pense qu'il y a une opportunité ici pour le leadership canadien et pour l'innovation. Pourquoi? Si vous regardez nos actifs, nous avons en fait un avantage. Nous avons en fait un système de santé qui est assez unique. C'est en fait un système de santé qui est basé sur les contributeurs uniques, sur des contributeurs uniques. Nous sommes aussi la juridiction la plus diversifiée ethniquement parlant. On parle de 40 millions de personnes. Et donc, cela crée davantage de résultats qui sont généralisables. C'est une science qui est beaucoup plus précise puisque l'échantillon est vaste. Ensuite, nous avons des scientifiques qui sont parmi les meilleurs au monde et finalement, nous avons aussi une souveraineté. La souveraineté des données, des systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, font en sorte que cela représente vraiment un avantage compétitif clair à ce niveau-là. On peut dire aussi quelle est la juridiction qui est meilleure que le Canada. Dites-moi un pays qui, eh bien, est mieux que le Canada pour investir dans ce domaine. Alors, l'autre aspect que j'aimerais soulever, c'est qu'on ne peut pas dépenser au-delà de nos moyens. Aux États-Unis, ils dépensent 500 millions de dollars sur l'intelligence artificielle. Je pense donc qu'on ne peut pas dépenser au-dessus de nos moyens parce que, justement, eh bien, nos données sont excellentes. Nous avons des données meilleures qu'aux États-Unis, mais on ne peut surtout pas dépenser outre mesure. Et ensuite, je dois dire également que nous devons faire des choix délibérés. Nous devons parler des données comme on parle d'autres ressources naturelles, tout simplement.
l'écosystème des données sur la santé canadien doit être en fait homogénéisé. On ne peut pas continuer comme ça en silo. Je pense que nous devons repenser à la création et à l'utilisation de ces données dans différents projets, pas uniquement comme cela avait été fait auparavant. Voici quelques exemples pourquoi nous devons changer l'impact social dans l'utilisation des données sur la santé. Nous avons souvent, nous avons constaté que nous allions dans les directions opposées. Au quotidien, nous essayons de penser de manière plus sécuritaire et nous devons voir l'équilibre entre le coût et les bénéfices. Par exemple, sur les améliorations en cours en matière de sécurité et d'efficacité, l'objectif, bien sûr, c'est que la sécurité est bien sûr l'objectif à atteindre. Alors, il peut y avoir des arguments contre ce que je viens de dire sur les questions de protection de la vie privée. Nous voulons, il n'y ait- nous ne voulons pas tolérer de niveau de risque, il n'y a pas de niveau de risque acceptable lorsqu'il s'agit de traitement des données des données de santé. Merci beaucoup. Rappelez-vous que l'article auquel vous faites référence sera publié bientôt et nous vous enverrons un lien par courriel très prochainement à tout le monde. Il y a tellement de choses à retirer. Je vais partager, bien sûr, l'ensemble des diapositives à la fin de ce webinaire. Il y a énormément de questions qui nous parviennent. N'hésitez pas à continuer à lever la main si vous voulez intervenir. Je vais revenir sur la question d'Angela et nous reviendrons sur la présentation. Angela, allez-y. Très bien. Donc, à quel point les preuves sont-elles variables dans l'application de ce modèle? Quel est l'impact potentiel en fonction des études, par exemple, sur une portée ou une rangée, un espace dédié? Alors, nous n'avons pas forcément fourni de portée d'estimation. Donc, je pense que nous allons devoir procéder aux analyses ultérieurement. Alors, vous avez parlé donc de l'article qui sera publié à tout le monde à l'issue de ce webinaire. On parle en premier lieu, comme vous aviez mentionné, de votre position qui peut être résumée dans un article, Global Article, pour lequel vous êtes co-auteur, sur ce qui s'en vient concernant la gestion des données en matière de santé des Canadiens. Pouvez-vous nous parler du risque justement de partager ces données? Est-ce que vous voyez ici à l'écran? Oui, très bien. Donc, en effet, c'est un webinaire sur les questions économiques, donc j'ai trouvé des articles qui nous proviennent de The Economist. Il s'agit d'une exploration d'articles qui parle également de à quel point l'importance de la transformation du monde est désormais par l'IA et qui va complètement changer la donne de tout ce que nous connaissons jusqu'à présent. Dans, dans une certaine mesure, les Canadiens y ont participé. Le Canada qui a gagné le prix Nobel pour l'IA générative, un scientifique également à Toronto qui a remporté, qui a été cofondateur de l'ANA. Donc, toutes ces entreprises, si vous voyez, qui font évoluer le monde, qui changent le monde, et pour lesquelles les Canadiens jouent un rôle prépondérant. L'Ordinaire et du New Brunswick a créé donc des studios à Hollywood. La raison pour laquelle je vous montre tout cela,
Si l'on regarde tout cela aujourd'hui, eh bien, ce sont les marques qui vont avoir une forte influence dans les prochaines années. Voici les pays qui ont le plus éduqué au monde, avec des normes en matière d'éducation qui sont reconnues. Pour donner un suivi, nous projetons être le pays ayant la pire performance en matière économique dans la prochaine décennie. Donc, nous passons à côté d'énormes opportunités. Nous avons énormément de talents, nous avons une population éduquée et des ressources naturelles par personne, par habitant, plus que tout autre pays dans le monde. Et nous devons faire en sorte qu'elles soient au profit de nos inventions. Par exemple, le Danemark fournit 2 milliards de dollars de revenus et le budget annuel sur les questions de santé et de public est de 1,5 milliard. Donc, tout le monde ici le sait, nous avons de nouvelles opportunités et c'est particulièrement enthousiasmant. Je pense personnellement que nous avons des opportunités à plusieurs milliards de dollars dans l'économie basée sur l'IA. Je pense qu'également, toutes les données concernant la santé peuvent être particulièrement bien articulées dans l'économie canadienne. Nous avons une grande quantité de données parmi les plus importantes au monde et nous avons des grands talents. C'est vraiment notre chance. C'est le moment du Canada. Le moment du Canada est venu. Nous devons saisir cette opportunité. Alors attention également à ces données. Il semblerait que ce que nous fassions avec ces données n'est pas très clair. Ce que font les entreprises états-uniennes non plus. Et c'est particulièrement complexe également sur l'évolution en termes de santé. Ces données au Royaume-Uni, par exemple, ils portent plainte contre Apple pour les questions de sécurité sociale, de sécurité nationale vis-à-vis du traitement de données qu'effectue Apple. Également, Microsoft a apporté le témoignage que les États-Unis, les lois états-uniennes sont en train de prendre le pas sur la souveraineté canadienne en termes de données, et sur les données canadiennes donc. Et il y a donc un certain avantage qui a été reçu dans les États-Unis ont su tirer profit. La priorité est donnée au développement de l'IA. Les États-Unis sont leaders en cela. Également sur les questions de surveillance qui sont devenues une priorité pour le président Trump. Et il y a une préoccupation de surveillance opérée sur les données canadiennes. Il y a donc un réveil à ce qui s'opère à ce sujet-là pour essayer de changer la donne. Mais les géants de la technologie numérique des États-Unis dominent les parts de marché, en particulier lorsqu'on pense à Google et Microsoft. Donc, le problème spécifique, c'est que nos données de santé sont détenues par la plupart par des compagnies états-uniennes, par Google, Microsoft, et sont assujetties à la législation états-unienne. Depuis le 11 septembre, il y a la croyance sur le fait que si ces données étaient détenues sur le territoire canadien, il y aurait plus de difficultés. Le Cloud Act qui a été approuvé récemment, le
participe au fait que l'administration Trump veut utiliser toutes les lois existantes à sa faveur pour des raisons à la fois économiques et de surveillance. Il se servait donc de cette prérogative-là pour menacer les entreprises afin de pouvoir obtenir tous les contrats. Notre article qui a été publié sur CMJ sur les stratégies afin de garantir la souveraineté et la sécurité des données en termes de santé, des données canadiennes en termes de santé. Ma pensée, c'est que les données peuvent être facilement manipulées dans le nuage, elles devraient être décryptées. Donc, il y a une véritable importance de prendre ces mesures, même si ces mesures ne sont pas parfaites. En termes de localisation de données, une étape qui garantit les lois s'appliquent auprès des Canadiens, les analyses affirment que les lois canadiennes, les entreprises vont préférer respecter les lois états-uniennes plutôt que les lois canadiennes. Il y a une loi également en termes de respect de la vie privée. L'idée ici, c'est que en fonction de sur la base de ce qu'a fait la Suisse, porte plainte pour les questions de sauvegarde et gestion des données. Il y a une création d'un conflit juridique et dans de nombreux cas, les entreprises cherchent à gérer le plus possible ces données et font tout pour retarder les processus de décision juridique. Concernant le serveur nuagique en termes de souveraineté canadienne, ces géants de l'industrie nuagique nous permettent de nous assurer que c'est la bonne direction à prendre. Automatiquement, il s'agit là de créer un super pouvoir pour tirer profit d'un système pour lequel les entreprises fourniraient de meilleurs soins, mais également de meilleurs venus pour pouvoir soutenir notre système de santé. Très bien, merci. Énormément de sujets sur lesquels réfléchir et penser, énormément de questions qui nous sont parvenues également. Angela va nous lire certaines questions. Nos panélistes sont disponibles ici. Nous avons encore une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à ces questions. N'hésitez pas à nous poser des questions et certaines de ces questions sont assez longues. Donc, si vous voulez lever votre main, si vous êtes à l'aise, nous ne vous verrons pas, mais nous vous entendrons. Donc, c'est votre opportunité là pour pouvoir interagir directement avec nos panélistes. Donc, pour avoir des profondeurs, des questions, des échanges plus en profondeur, n'hésitez pas donc à intervenir, à lever votre main pour cela. Donc, Heather, Annette, et allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions directement. Merci, c'est une session vraiment fantastique. Ma question est la suivante. Est-ce que les essais cliniques travaillent efficacement avec l'administration canadienne, avec les détenteurs de données de l'administration canadienne? Il y a un contexte pour ça. Je suis scientifique clinicienne. J'ai procédé à différents essais au Canada et dans différents projets au cours des dernières décennies, avec les liens vers les données de santé de l'Ontario en particulier, pour moi, il m'est difficile de vraiment comprendre quelles sont les prochaines étapes et comment certains projets vont pouvoir être adoptés. Est-ce que c'est sur un contact? Est-ce qu'il s'agit de contacts multiples? Qui veut aborder cette question? Alors, il s'agit d'identifier les problèmes fondamentaux. Il n'y a pas un seul point de contact. Il y a mais de nombreux points de contact qui permettent de coordonner, même sur les différentes questions de gouvernance. Si vous comparez cela
en fonction des différentes juridictions. Par exemple, si nous considérons le Danemark qui effectue des différents tests, il y a plusieurs points d'entrée. Et d'après les personnes qui travaillent dans ces différents écosystèmes d'essai, eh bien, cela prend des semaines. Donc, vous pouvez imaginer qu'au Canada, ça peut prendre des mois, voire des années avant de pouvoir réaliser une coordination efficace. Donc, c'est là où nous devons, c'est là vers cela que nous devons évoluer. Et nous allons, bien sûr, procéder, les entreprises peuvent nous donner la direction. Mais il y a bien sûr énormément de limites, des limites même juridiques. Et en soi, cela n'est pas forcément lié au Canada, c'est plutôt une question de transparence et d'accès aux données. Très bonne réponse. Je vois qu'il y a de nouvelles mains qui se sont levées. Alors, Angela, nous allons vous donner la parole. Allez-y. Merci. Donc, il y a énormément de questions qui nous parviennent sur les questions de centralisation des données sur l'ensemble du Canada. Donc, quel type de changements politiques doivent être opérés en premier? Est-ce que vous pensez que c'est une question de gestion des territoires et où cela devrait être géré peut-être plutôt par l'administration fédérale? Quelqu'un souhaite y répondre? Je vais essayer d'y répondre. Je pense que le fait que les choses doivent être nécessairement centralisées, eh bien, en matière technologique, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a toujours une possibilité d'avoir un accès fédéré. Alors, c'est la question clé ici, c'est vraiment la gestion des données. Peu importe si c'est une question souveraine, tant que la gouvernance garantit la libre circulation des données dans les limites canadiennes. Donc, à partir de ce point de vue-là, il n'y a pas de sauce secrète, pour le dire ainsi, dans la capacité à utiliser les informations. Il n'y a pas forcément de barrière d'ordre administratif. Alors, je voudrais juste rajouter, il a utilisé le mot de compiler. Je ne pense pas que l'on puisse parler d'un État qui compile l'ensemble des juridictions propres à ces thématiques. Je pense qu'il y a vraiment une valeur commune dans ces juridictions sur l'ensemble du pays. Et en termes de juridiction, c'est la population, peu importe dans les provinces dans lesquelles on se trouve, cela concerne les populations. Et si je veux vraiment que cela soit efficace pour mes patients, pour ma famille, c'est vraiment également une question d'équité. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas participer? Pourquoi on ne peut pas avoir l'opportunité de procéder? Y a-t-il une question additionnelle? Oui, en effet, le fait d'utiliser les données de santé pour créer une croissance économique. Peut-être que les patients ne veulent pas que leurs données, justement, personnelles soient utilisées à ces fins-là. Voulez-vous répondre à cette question? C'est la raison pour laquelle la proposition de valeur est importante. Les Canadiens doivent être informés et conscients. Euh, on ne sait pas où ça n'a pas en tout cas ça n'a pas été socialisé ou publié, puisque la réalité, c'est que une forte économie aide à soutenir l'ensemble du système. Donc, on ne peut pas avoir des objectifs opposés. Une bonne économie aide à soutenir un bon système de santé également. Donc, tous ces arguments qui ont été présentés dans ce webinaire, je pense que si l'on parle aux patients et on leur pose le fait de pouvoir partager leurs données pour le bénéfice du système et des patients directs, eh bien, ils vous donneront leur aval, ils diront que oui. Je ne pense pas qu'il y ait. Je pense que cela
permet d'élever les conversations au niveau qui nous permet de comprendre vraiment ce que cela implique. Si l'on dit non, zéro, on ne peut pas considérer cela pour le bien public. Je pense qu'il y a vraiment une énorme prise de conscience à élever. Si le- la question est-ce que vous voulez avoir accès à vos données privées, il y a aussi la question de risque derrière et concernant les opportunités que cela représente. Est-ce que, d'autre part, est-ce que vous voulez accéder à ces données avec les milliers d'emplois que cela peut représenter? Il faut que cela soit intégré dans la question. Si les personnes disent non, je ne veux pas que mes données soient accessibles, alors c'est là les grands défis auxquels nous devons répondre. Voulez-vous répondre, Eman? Oui, je pense que le monde a évolué, en particulier pour le Canada récemment. Nous avons un pays au sud de nos frontières qui veut absolument tout intégrer au niveau économiquement et veut nous affaiblir économiquement également. Je, je pense que les données des patients qui sont utilisées par les États-Unis d'ores et déjà pour les questions liées au développement de l'IA, et je pense que cela sera inacceptable pour nous, étant donné les circonstances qui pèsent sur notre économie. Il y a énormément de questions, de sujets qui doivent être abordés, tels les pipelines de données et ce que l'on doit reconsidérer justement. Personnes qui ont levé la main ici, Susan Reach, je vois que vous avez levé votre main. Allez-y, je vous en prie, posez votre question directement. Bonjour à vous toutes et à tous. Je suis... Oui, j'ai une question à vous poser. C'est ma question. Pourquoi est-ce que les patients devraient accepter cela? Si l'on transforme le système de données et si nous l'intégrons dans une question économique, comment est-ce que l'on peut comprendre en fournissant quelques exemples de la manière par laquelle l'expérience peut être concrètement transformée dans le système de soins et de prise en charge des questions de santé? Nous avons des médecins ici également qui peuvent peut-être répondre à votre question. Alors, je suis médecin, mais je peux vous dire que je vais parler de ma mère qui, à l'âge de 30 ans, par exemple, devait utiliser une chaise roulante. Et les hôpitaux plus proches à London, dans l'Ontario, n'avaient jamais accès aux essais cliniques. Je ne pas d'excuses, nous ne recevons plus de son ici en cabine. Nous ne recevons plus de son et d'images ici en cabine. L'interprétation reprendra dès que les conditions techniques le permettront. You're transferring huge amounts of money to your mortgage payments or paying your bills. These are all things that we take for granted now. Of course, the security technologies are there. Let no one tell you that it's a technology barrier. This is fundamentally a cultural, compact, and social question now, whether we want to use the data. Nous avons également Et ce sont l'opportunité de des participer. opportunités. L'opportunité est là, est clairement identifiée. Je sais que vous aviez, je sais pas, je crois que vous l'aviez mentionné au préalable, mais il est difficile également de pouvoir établir des algorithmes à certaines occasions. Certains algorithmes peuvent être fabriqués au Texas et qui ne fonctionnent pas forcément ici. Mais quel est l'usage de nos données pour que les compagnies canadiennes puissent procéder aux meilleures études de cas? Afin que la population puisse en tirer plein bénéfice. Posez votre question, allez-y, je vous en prie. Blish.
Donc, je vais essayer avec Abigail. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Peut-être que nous avons quelques difficultés techniques. Je vois 22 questions ici dans le clavardage qui ont été posées. Pouvez-vous nous poser votre question suivante? Oui, bien sûr. Pardon. J'essaie de faire défiler pour retrouver ma question. L'un d'entre vous, je ne sais plus qui, pardonnez-moi, a parlé du bénéfice de la protection donc, lorsque nous conduisons, mais également qu'en est-il de la protection de nos données personnelles, de nos données financières, par exemple. Toute industrie, il peut y avoir des milliers d'exemples. Je pense que l'industrie financière peut avoir accès à vos registres personnels. Si vous transférez d'énormes montants d'argent, si vous payez vos factures, ce genre de choses, par exemple, peuvent être tout à fait clairement identifiées. C'est lié bien sûr aux questions de la sécurité liée à la technologie et c'est quelque chose qui est absolument culturel. Est-ce que l'on veut utiliser les données à bon escient? Il en est de même pour l'ensemble des technologies et de ces nouvelles technologies aujourd'hui. Duka, je vais vous demander d'ouvrir votre micro et de poser votre question directement. Je vais voir si cela fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Comment est-ce que le Canada peut réduire sa dépendance sur la question de la gestion des données? Après, s'excuse, le son est de mauvaise qualité. L'interprétation reprend un système utilisé aux États-Unis. Alors, nous dépendons étroitement des serveurs sur notre territoire qui nous permettent d'identifier également les données stockées dans le nuage ou les meilleures options de stockage qui peuvent être identifiées. Mais en tout cas, il faut que ces données soient stockées dans un nuage canadien, pour le dire ainsi, afin de pouvoir avoir une meilleure gestion de ces données. Très bien, merci. Alors, désolé, mais nous arrivons au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a une dernière pensée pour conclure, peut-être? Oui, juste pour conclure rapidement, je dirais que dans l'objectif d'aujourd'hui est vraiment que l'ensemble des choses soient catalyseurs et vraiment peuvent susciter l'intérêt de la part, susciter l'intérêt auprès des Canadiens afin de pouvoir avoir les options et les choix en matière de prise de décision, de savoir si nous pouvons rendre cela possible pour le pays et nous devons penser une remise à l'échelle de l'ensemble de la masse critique et d'accepter la vérité pragmatique dans notre approche, mais également d'avoir les autorisations sociales pour pouvoir créer une différence significative afin que nous puissions intégrer l'ensemble de l'industrie qui sera basée sur l'intelligence artificielle, mais cela eh bien, nécessite l'ensemble du Canada, pas uniquement certaines portions du Canada. Et le pays doit considérer cela comme un bien public élargi afin de pouvoir participer au développement de l'infrastructure et changer cette nouvelle proportion, cette nouvelle portée, cette nouvelle échelle. Et moi, je suis optimiste. Je pense que tant que nous sommes membres ici, c'est
cela va au-delà d'une question technologique. C'est vraiment une question de stratégie, une question de souveraineté, une question de durabilité. Et c'est vraiment un impératif en termes de gestion de la santé de nos patients. Notre pays, à un certain moment, a construit toutes ces infrastructures, les chemins de fer, les routes. Eh bien, c'est l'équivalent. Aujourd'hui, nous devons transformer nos centres de gestion des données pour un bénéfice beaucoup plus important auprès des Canadiens et en termes également de souveraineté. Et cela nous permettra de rendre la vie des quotidiens des Canadiens beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Il y a énormément de questions, de mains levées. Alors désolé, mais notre temps imparti est terminé. Donc nous aborderons ces questions dans d'autres webinaires. Lorsqu'il y a des suggestions justement pour nos futurs webinaires, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter. Et vous allez également recevoir un prochain courriel avec les sondages, l'ensemble des ressources et les thématiques qui ont été abordées ici aujourd'hui, l'ensemble des diapositives, les articles qui ont été cités et un lien également pour vous inscrire pour notre prochain webinaire. Nous retrouvons le 23 octobre pour discuter des questions de santé mentale et des substances utilisées dans les prises de soins, dans les prises en charge de soins. Et n'hésitez pas à confirmer votre disponibilité pour y participer. Si vous voulez obtenir des données, eh bien, nous espérons en tout cas que vous allez pouvoir nous rejoindre. Merci beaucoup et nous nous retrouvons donc le 23 octobre.